Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer spécial Gold Cup. Donc aujourd'hui, je suis rejoint par les rédacteurs en chef de Culture Soccer, dont je fais partie en premier, Antoine Latran. Salut Antoine, ça va bien? Ça va très très bien et je sais pas si on a des Américains qui nous suivent, mais bonne fête nationale si jamais il y en a qui nous écoutent pour apprendre le français ou autre. Bien évidemment, c'est le 4 juillet. Il y a sûrement aussi des Américains qui sont francophones d'une certaine manière. Donc oui, bonne fête à vous. Et le deuxième rédacteur en chef, Anthony de Varenne. Salut Anthony, ça va? Ça va très bien et vous? Ça va toujours. On est très content d'être encore une fois là pour ce podcast de la Gold Cup. On va parler aujourd'hui de cette demi-finale qui s'est jouée hier. On est donc, comme vous l'avez bien compris, le 4 juillet. Donc hier, le 3 juillet, il y a une demi-finale entre les États-Unis et la Jamaïque. Une demi-finale qui a été interrompue pendant 1h30 à cause d'éclairs sur le terrain. Donc, ça, c'est une règle un peu de la FIFA par rapport à ça pour la sécurité des joueurs et pour la sécurité des spectateurs aussi, bien évidemment. Donc, finalement, après 1h30, finalement, on a vu les États-Unis s'imposer sur le score de 3-1. Moi, j'ai vu ce match-là comme un match à 4 temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Antoine, parce que je trouvais que ce match-là, malgré la victoire 3-1 des États-Unis, il y a vraiment eu des périodes assez spécifiques, des périodes qui étaient 100% américaines, des périodes 100% jamaïcaines, puis après des périodes où effectivement c'était les deux qui étaient à un bon niveau. Tu as pensé quoi de ce match-là? Les périodes 100% jamaïcaines étaient très rapides. Genre, en fait, il y a le but. Et un petit peu avant le but aussi, mais je trouve que c'est un peu tout. Surtout, ce qui est important à dire, c'est qu'il y avait il y a une grosse coupure. Alors, Anthony, tu me diras, mais je crois que c'est la 20e minute dans ces eaux-là. La 17e minute. 17e, ouais, c'est ça, autour de ça. Et le match s'est arrêté pendant très très longtemps. Et en fait, ça a vraiment coupé le match dans son élan. C'est très étrange, mais on va pas se mentir je pense que vous serez d'accord avec moi, mais sur la première quart d'heure, les États-Unis déroulent. Et là, je m'attendais vraiment à un match qui aurait pu finir en 3 ou 4-0 pour les États-Unis. Et après, en fait, cette pause qui a duré très longtemps, je crois environ 1 heure, a vraiment servi à la Jamaïque et à l'entraîneur jamaïcain pour se remettre, pour changer des tactiques, des pions. Et vraiment, l'entraîneur a été très très malin parce qu'il a ciblé en fait quelques joueurs américains qui posaient vraiment problème. Et ça a été un tout autre match, comme tu dis. Ça a été assez serré, même si les États-Unis contrôlaient plus ou moins le match, mais ça a été plus serré. Et en deuxième mi-temps aussi, il y a eu des petits temps où les Jamaïcains avaient des moments de brillance, mais j'ai pensé en tout cas que sur le match en général, les États-Unis avaient plus ou moins dominé. Je sais pas ce que tu en penses, Anthony. Oui, c'est ça vraiment. Là, les premières minutes du match, j'avais très peur pour la Jamaïque. D'ailleurs, ils ont encaissé un but, là, mais il y a eu une occasion de Paul Arriola tout juste avant le but. Vraiment, là, j'avais vraiment peur de la fessée de la part des États-Unis. Finalement, la Jamaïque, quand elle est revenue dans le match après le 1h30, vraiment, là, ça jouait beaucoup mieux. Jusqu'à la mi-temps, de retour de la mi-temps, c'est encore une fois les États-Unis qui ont pris le dessus avec d'ailleurs un but de Pulisic. Après le but, la Jamaïque s'est ressaisie et a réduit le score 2-1. Vraiment, ça donnait un match beaucoup plus serré et finalement, là, en fin de match, les États-Unis ont dans le fond, se sont sécurisés la victoire avec un troisième but, là, mais vraiment, là, la Jamaïque, qu'est-ce qui a manqué vraiment, c'est Michael Hector au milieu de terrain. Malheureusement, il a dû jouer défense parce que Damien Lowe, le joueur de Start en Norvège, ancien joueur des Roadies de Tampa Bay, dans le temps qu'ils étaient en NASL, je sais pas si vous vous rappelez, mais contre le Curaçao, il était lourdement tombé sur le dos. Ça avait l'air assez pénible. Il avait réussi à jouer le match face au Panama, mais j'ai l'impression que c'était grâce à des infiltrations. Finalement, là, il n'a pas pu débuter la rencontre face aux États-Unis. Il n'a même pas été sur le banc, donc vraiment, c'était une blessure assez grave qui l'a empêché de jouer. Et ça l'a complètement chamboulé le 11 du sélectionneur, le Whitmore, parce que vraiment,
Hector, c'était vraiment la base du milieu de terrain. C'était vraiment, on l'avait dit dans le preview, hein, si les États-Unis veulent l'emporter, le milieu Watson-Hector devra être très solide. Et malheureusement, là, Devon Williams, j'adore ce joueur à Louisville, mais c'est pas de la trempe à Hector. Et ça l'a vraiment fait du mal à la Jamaïque parce que ça manquait de solidité dans le milieu. Et on l'a vu dès le début du match, les États-Unis là, pouvaient se promener comme ils voulaient. Et en plus, la Jamaïque n'était pas habituée à avoir Hector en défense. Il jouait surtout milieu, même en début de tournoi et tout. Donc, vraiment, là, je crois que la Jamaïque s'est quand même bien débrouillée malgré la grosse blessure de Damien Lowe qui vraiment là, leur a scié les jambes, et ça dès le départ. Et le joueur qui l'a remplacé, c'est Vassal, le joueur du LAFC. Et vraiment, là, j'ai pas été impressionné par ce joueur qui était un peu plus offensif. Oui, exactement. Et tu as complètement résumé la situation avec ce gros trou qu'il y a eu au milieu de terrain avec Hector qui n'était pas là. Je pense qu'effectivement, c'était vraiment la clé du match et qui a joué en la défaveur de la Jamaïque, d'après moi. Par contre, je trouve que quand même, la Jamaïque a eu deux très gros moments forts qui étaient au retour de la pause pendant à peu près une quinzaine de minutes, même 15 à 20 minutes. Et une deuxième fois, après le deuxième but des Américains, où aussi il y a eu 15-20 minutes où la Jamaïque était très bon. Tout le reste du temps, c'était les États-Unis qui étaient au-dessus. Et c'est comme si Berhalter avait vu cette Coupe du Monde féminine où l'équipe féminine fonce vraiment pied au plancher en début de match parce que c'est la première fois qu'on voyait les États-Unis mettre autant d'envie et autant de pression dans les premières minutes du match. Et je pense que la clé du match pour les États-Unis, c'était José Altidore, qui a été extraordinaire durant ce match-là avant d'être remplacé. Vraiment, quel match José Altidore. Antoine le disait depuis le début de la compétition, comme quoi c'est lui le titulaire numéro 1. Quand il est en santé, c'est un très bon joueur et on l'a vu durant ce match-là, n'est-ce pas, Antoine? Ouais, clairement, c'est vraiment un des meilleurs joueurs en fait de ce roster américain. Après les Pulisic et McKinney peut-être, mais c'est une arme fatale. On l'a vu, il maîtrisait totalement les appels, il maîtrisait les contrôles, il arrivait à garder le ballon pour après le remettre à droite à gauche. C'est un joueur qui est exceptionnel, qui est vraiment puissant contre la défense jamaïcaine, qui est une défense, comme on le disait. Enfin, il y a des joueurs quand même très physiques en Jamaïque, en défense centrale. C'était vraiment l'homme qu'il nous fallait. Et désolé de taper encore sur Zardes quand il est arrivé sur le terrain. Tu sais, tu disais à un moment, il y a des moments où le Jamaïque a un peu plus le contrôle. C'était autour, comme tu disais, retour des vestiaires dans les 15-20 minutes qui ont suivi. Altidore, il sort à la 55e et le Jamaïque marque 10 minutes plus tard. Et Zardes, c'était vraiment horrible quand il est rentré en jeu. Et en fait, c'est là où tu vois toute la différence. C'est sur les contrôles et arriver à garder le ballon pour tourner un petit peu son corps et redonner le ballon à droite à gauche. Mais ça fait du bien en tout cas pour les États-Unis de gagner comme ça, parce que certes, il y a le moment où ils étaient mis en danger, hein, tout n'est pas parfait, mais ils ont quand même contrôlé, je trouve, le match globalement, et c'était en fait leur premier match de Gold Cup vraiment compétitif. Parce que quand tu repenses, Trinidad et Tobago et Guyana, c'était assez facile. Le Panama, c'était contre une équipe B, et même du Panama, et même les États-Unis avaient mis leur équipe B, donc c'est dur de voir en fait l'équipe A des États-Unis avoir un match compétitif. Et puis Curaçao, tout hommage à Curaçao, bien sûr, ils ont très bien joué, mais les États-Unis ont contrôlé quand même le jeu. Et là, la Jamaïque, c'est une des équipes un peu à vedette de cette coupe. Ils le montrent à chaque compétition, et vous le disiez hier dans le podcast, la Jamaïque est vraiment une équipe qui joue bien contre les gros. Et ça fait plaisir de voir les États-Unis contrôler ce match et aller à fond et vouloir le tuer aussi vite que possible. Oui, mais vas-y, Anthony. J'allais dire, j'aurais vraiment aimé ça voir la Jamaïque vraiment avec un effectif à 100% là, avec Damien Lowe en défense. Là. La Jamaïque ne se serait pas imposée, peut-être pas, mais vraiment
je crois que le début de match aurait été complètement différent parce que vraiment, là, on a vu que la Jamaïque a eu besoin d'un temps d'adaptation face à une bonne équipe américaine, mais vraiment, elle semblait désorganisée. Là, vraiment, dans le début de match, là, les joueurs américains là, étaient souvent seuls dans la surface de réparation. Là, donc, il y avait vraiment un problème défensif. Je crois que, d'ailleurs, avec Damien Lowe et Michael Hector au milieu, je crois que le premier but n'a pas nécessairement lieu. En tout cas, les premières occasions. Peut-être aussi, peut-être je me trompe, mais vraiment, je crois que ça aurait été un match différent. Peut-être un peu plus chaudement disputé dans les moments faibles de la Jamaïque. Je crois pas que ça aurait changé quelque chose dans les moments forts, mais oui, vraiment, là, chapeau aux États-Unis aussi qui ont bien exploité ces faiblesses-là. Ouais, non, mais après, c'est là où en fait le sélectionneur jamaïcain a peut-être fait le mauvais choix au début, mais tu vois, quand ils sont revenus, on parlait de la grosse pause à cause des orages. Quand ils sont revenus 1 heure plus tard, il y avait des changements en tactique. Par exemple, ils ont commencé en fait à marquer individuellement Bradley et McKennie, qui sont vraiment les 2 joueurs sur les 15 premières minutes qui distribuaient des ballons. En fait, il y avait des trous énormes au milieu de terrain, comme tu disais, Anthony. Et Bradley était totalement tout seul pour donner des longues passes. En fait, il y avait vraiment le temps d'ajuster des longues passes. Et le premier but, c'est ça, hein, le premier but, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est une longue passe de Bradley, Cannon qui centre et ça fait but grâce à McKennie. Donc, les milieux étaient totalement seuls, ils avaient vraiment le temps de se concentrer sur la passe. Et à la retour de cette pause pour orage, Darren Mattox n'a pas lâché Bradley pendant 1/2 heure. Il le suivait partout. Et Dieu sait que Mattox est physique et peut être un poison. Donc, la Jamaïque a vraiment en fait changé totalement son approche après cette pause. Leon Bailey aussi a complètement changé de côté. C'est très bizarre, mais il a commencé le match à gauche et puis il est passé à droite après. Je pense pour exploiter, parce qu'à gauche en fait il était quand même Reggie Cannon arrivait à un peu bien le maîtriser, et puis il est passé à droite après cette pause pour, à mon avis, essayer d'attaquer le côté de Tim Rim et rentrer à l'intérieur, parce qu'il me semble que Leon Bailey est gaucher. Donc voilà, c'était très très intéressant de voir comment l'entraîneur a changé en fait complètement de tactique après ses premiers quarts d'heure. Et après on a parlé, juste pour défendre un petit peu les États-Unis, parce qu'on a parlé beaucoup des blessés du Mexique, puis là je parle de la Jamaïque. Je rappelle, les États-Unis jouent sans Tyler Adams, qui est peut-être un des meilleurs joueurs de la sélection, et il y a eu pas mal aussi de petits changements hier d'ailleurs de le 11 américain. Oui, effectivement, mais je pense aussi que, bon, on a beau parler de ce match-là, qu'effectivement, on aurait aimé avoir le 11 type de la Jamaïque et ainsi de suite, mais ça fait partie de la compétition et il faut pouvoir subvenir aux différentes blessures et avoir une profondeur nécessaire pour essayer d'aller le plus loin dans la compétition. Et la Jamaïque, malheureusement, n'avait pas ce qu'il faut pour passer cet obstacle américain, contrairement aux États-Unis qui, malgré l'absence de Tyler Adams, parvient à passer cette dernière étape avant la finale. Bon, je pense que si on avait les deux équipes, le 11 de chacun des deux équipes, je pense quand même que les États-Unis seraient passés, à moins d'une grosse surprise. Moi, je pense que bon, les États-Unis étaient meilleurs. Moi, j'aimerais parler un peu. On a parlé de Berhalter comme quoi il a été très critiqué. On en parle à chaque podcast. Mais j'aimerais de nouveau revenir sur Berhalter. Pourquoi? Parce que je trouve que de match en match, on voit le collectif de Berhalter s'installer encore plus. On voit une équipe beaucoup plus fluide, beaucoup plus logique dans ses transmissions, avec une dynamique offensive qui fait beaucoup de sens. Dans ces 15 premières minutes de la rencontre, on a vu que tout a marché pour l'équipe nationale américaine. Est-ce que tu vois cette progression-là, toi, Anthony? Oui, c'est vrai. Vraiment, là. Mais on en avait parlé dans de précédents podcasts. J'ai l'impression que vraiment, là, en compétition officielle, vraiment, les joueurs jouent à chaque 3 matchs. Fait que c'est beaucoup plus facile d'assimiler les consignes du sélectionneur que lorsque tu fais 2 matchs aux 3 mois. Là. Fait que vraiment, cette Gold Cup aide les États-Unis. On les voit progresser à chaque match. Et vraiment, là, c'est positif et je suis assez optimiste pour le reste des choses. Je parle pas seulement de la finale, je parle aussi de la Ligue des Nations, de la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Pour vrai, là, je crois qu'après des moments plus difficiles dans les dernières semaines, je crois que là, les joueurs commencent vraiment à assimiler ce que Berhalter avait en tête et vraiment, là, il y a quoi pour construire du solide et dès maintenant. Là. Parfait. Et toi, Antoine? Ouais, clairement. Et puis, c'est vraiment de match en match.
les buts commencent à se ressembler. Et c'est à ce moment-là, en fait, tu vois qu'il y a des phases de jeu qui commencent à être apprises par l'effectif. C'est que on commence à voir un petit peu des longs ballons sur Altidore qui relance Bradley plus au milieu de terrain. Bradley qui fait une longue ouverture à droite ou à gauche, puis ça centre, puis ça marque par Pulisic ou McKennie. Les buts commencent à ressembler et ça veut dire que le système rentre en place et que les joueurs commencent à apprendre un petit peu la manière dont Berhalter veut les faire jouer. Et on a aussi un petit peu on voit des joueurs qui commencent à jouer vraiment ensemble. Pulisic et Areola, hier, c'était très très intéressant parce que le milieu à 3 qui est Bradley, McKennie, Pulisic, en fait, Pulisic, il est un peu à gauche comme Areola. Et on a vu en fait Pulisic jouer en 10, mais en fait, à chaque fois qu'Areola rentrait à l'intérieur, Pulisic jouait comme ailier, puis vice-versa. Donc il y a vraiment une sorte d'entente qui s'installe entre ces joueurs qui jouent ensemble depuis quelques matchs maintenant. Et on voit qu'en fait, ça crée un vrai collectif et une vraie entente entre ces joueurs qui peut être vraiment très intéressante pour la suite. Pareil entre Bradley et McKennie, qui jouaient un petit peu en fait une sorte de duo avec Pulisic un peu plus haut. On voit que les deux s'entendent vraiment et qu'ils commencent à apprendre à jouer ensemble et ça fait très très plaisir. Et pour revenir à Berhalter, hier en plus, il a fait deux bons choix en changeant un petit peu son 11, puisque Reggie Cannon a eu un très bon match. Même si Nick Lima n'était pas mauvais jusque-là, au poste d'arrière droit, Reggie Cannon a assuré, puis Jordan Morris aussi au poste d'ailier droit. Oui, Ouais. et d'ailleurs, j'avais une question pour Antoine. Là, désolé, Adi, de te couper, Non, t'inquiète. mais est-ce que tu vois Morris continuer en finale? Parce que vraiment, là, j'ai l'impression que sur les derniers matchs, là, c'est vraiment meilleur que Boyd. Là. Le On, problème, on va en pardon. parler de la finale, les amis. On va garder ça pour plus tard. Excuse-moi, Juste Anthony. peux parler pour le match d'hier, en tout cas, et expliquer pourquoi Maurice était Oui, titulaire. C'est assez étonnant parce qu'il a fait une entrée pas dingue contre le Curaçao, Maurice. Et en fait, je pense que Berhalter l'a mis parce que Boyd avait eu aussi du mal contre le Curaçao. Et surtout, en fait, la Jamaïque est vraiment une équipe qui a une défense hyper solide, hyper physique. Et Maurice, c'est quand même un mec assez athlétique. Et surtout, la Jamaïque a deux très bons ailiers. Par exemple, Kemar Lawrence, pour le citer lui, qui montent très haut. Donc en fait, c'est parfait d'avoir un mec comme Jordan Morris qui est extrêmement rapide en contre-attaque et qui peut prendre de vitesse les ailiers qui sont montés lors des phases offensives. Donc je pense que c'est pour ça qu'il l'a mis et ça a très bien marché, surtout en deuxième mi-temps. En première période, Morris était un peu en deçà, mais en deuxième période, ça a très bien marché. exactement. Je pense que tu parlais des latéraux plus que des ailiers, mais oui, Oui. tu as complètement raison, effectivement. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, moi, je pense que, effectivement, un score assez logique, de très beaux buts, je pense. Je pense que le premier but des États-Unis est vraiment un jeu collectif magnifique. Je pense qu'il faudrait le montrer dans les écoles parce que on voit un jeu collectif extrêmement beau avec un jeu en triangle vraiment impeccable. Et je pense que ça illustre très bien ce que Berhalter a essayé d'instaurer dans cette équipe américaine. Bon, bref, moi, je pense pas que j'ai autre chose à ajouter du point de vue de ce match-là. J'aimerais juste qu'on passe au joueur du match selon vous. On va parler du joueur de match américain, puis du joueur du match jamaïcain. Donc, commençons par Anthony. Oui, pour moi, le joueur du match américain, vraiment, là, Pulisic, vraiment, il est vraiment très, très bon au milieu. Là. C'est vraiment, de toute façon, on le sait, c'est le joueur dont les États-Unis vont se baser sur l'avenir, mais vraiment un doublé. Il était là à pratiquement chaque occasion. Vraiment, on voit que c'est un joueur de qualité. Là. C'est pas pour rien qu'il vient de signer à Chelsea. Et du côté jamaïcain, là, vraiment, là, j'ai aimé quelques joueurs, mais surtout Andrew Blake, là, dans les premières minutes de la rencontre, il fait plusieurs arrêts. Il a sauvé l'équipe pratiquement tout au long du match. Là, vraiment, il a quand même fait 6 arrêts, là, donc c'est pas rien. Vraiment, là, on voit que c'est l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs gardiens en MLS et dans cette Gold Cup. Là. Exactement. Et toi, Antoine? Complètement d'accord pour Pulisic. On sait, comme l'a dit Anthony, qu'il a du talent. Enfin, c'est pas pour rien que tu pars à Chelsea pour une somme pareille. Mais c'est le genre de joueur qui, parfois en équipe nationale, a du mal à le montrer. Et là, hier, c'était parfait. Il avait de l'espace, il a su exprimer son talent. Et avec McKennie aussi, qui a été excellent au milieu de terrain, c'est vraiment deux joueurs qui, sauf gros problème dans leur club, devraient rester à ces postes pendant 5, peut-être 10 ans aux États-Unis. Et du côté de la Jamaïque, perso, d'ailleurs, j'étais déjà très déçu par Leon Bailey, que j'ai trouvé très moyen. Il avait du mal à se trouver des espaces. C'est pas la première fois dans cette Gold Cup qu'on le voit un peu galérer. Même s'il a changé de côté, comme je l'ai dit après la pause, en première mi-temps, c'était le joueur qui avait le moins de touches de balles
dans tous enfin, sauf les gardiens, j'imagine, mais c'est une stat assez intéressante qui montre qu'il a vraiment eu du mal à se faire trouver. Et Andrew Blake était en effet excellent. Et surtout, en fait, c'est lui qui faisait toujours la première passe parce que la Jamaïque a joué extrêmement en contre-attaque et un peu, enfin, le style kick and rush, comme on l'appelle, de balancer le ballon devant et voir ce qui se passe. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ça hier. Et Andrew Blake était le premier à faire des très belles longues ouvertures pour Darren Mattox, qui a aussi été plutôt bon, même si c'est triste parce qu'il sort et son remplaçant marque, mais vraiment 5 minutes plus tard après sa sortie. Je crois que c'est la première touche de Nicholson quand Nicholson marque pour la Jamaïque. Et c'est triste pour Mattox parce qu'il a fait un très bon match en mettant une pression intense sur Michael Bradley. Mais ouais, Andrew Blake pour la Jamaïque. D'accord, mais je suis d'accord avec vous pour la Jamaïque. Blake a sauvé peut-être, je pense, 5 buts de l'équipe américaine. Ça aurait pu facilement être 8-1 si jamais il n'y avait pas André Blake. Des arrêts extraordinaires, hein, pas des petits arrêts. Si vous regardez, vous avez la chance de regarder les 15 premières minutes du match, il en fait peut-être 4 qui valent un gros détour. Pour le côté américain, oui, pour moi, Pulisic a été très bon, oui, mais je trouvais que la personne qui a vraiment fait tourner et qui a été la clé pour cette équipe américaine, c'était McKennie. McKennie a été extraordinaire sur le premier but, dans ses transmissions, il était disponible. Combien je sentais qu'il avait été un peu quelconque depuis le début, au début de la phase de groupe, et on en avait parlé dans les podcasts. Je trouvais que bon, il est où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de lui comme quoi c'est la future star? Je vois pas grand-chose de lui, mais dans cette demi-finale, je l'ai trouvé mais vraiment extraordinaire. Sur le premier but, il marque un but très difficile à marquer. Je sais que j'en parle depuis le début du podcast de ce premier but-là, mais vraiment, c'est vraiment une pièce d'art vraiment extraordinaire. Mais je pense parce qu'il sort d'une saison très compliquée avec Schalke, où il a joué aussi à plein de postes différents, et ça lui fait du bien. Il fallait attendre peut-être qu'il s'habitue à ce poste. Oui, exactement, c'est sûr. Mais pour moi, c'est ça, je l'ai trouvé tellement bon que ça méritait de le souligner. Puis pour moi, c'était lui la clé du match. Après, il y a aussi José Altidore qui, je pense, sans lui, l'équipe américaine est complètement différente. Je suis curieux de voir, parce que José Altidore ne rajeunit pas. Je suis curieux de voir est-ce que Sargent, je sais que tu en parles souvent, Antoine, pourrait avoir le même effet, même si vu que c'est le même type de joueur. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça va lui prendre un peu de temps avant de prendre autant d'importance que José Altidore. Ouais, il faut déjà qu'il soit titulaire en club. Je pense que ça va prendre d'avoir un peu plus de temps. Mais Altidore, moi, je le verrai peut-être à la prochaine Coupe du Monde. Il est pas si vieux que ça en soi. On a vu des joueurs plus vieux en Coupe du Monde. Donc Altidore, ça m'étonnerait pas qu'en 2022, il soit là si les États-Unis se qualifient. Oui, non, bien évidemment. C'est pas qu'il est vieux, il n'a pas 36 ans, là, mais il a quand même, je pense, si je ne me trompe pas, 31 maintenant. Donc, non, il a 29 ans. 29 ans, donc il va avoir 30 ans cette année. Donc, en Coupe du Monde, il aura 33, 32, 33. Donc, oui, il devrait être là. Mais il n'empêche. Bradley n'a que 31 ans aussi. Je pensais le plus vieux. Donc, en soi, il pourrait aussi être là en 2022. Ouais, même si ça va être plus compliqué à 34 ans, mais oui, effectivement. Et toi, tu en penses quoi, toi, Anthony? Est-ce que tu penses que José Altidore est vraiment une pièce maîtresse dans ce collectif-là? Oui, c'est sûr. Il est la pièce maîtresse, mais c'est surtout quand on voit sa doublure, ça donne encore plus le goût de le mettre en pièce maîtresse. Zardes, quand il est rentré dans la rencontre, là, c'était pitoyable. Pour vrai, ce joueur-là, des fois, il est bon pour marquer des buts, mais vraiment pour la construction du jeu et tout le tralala, là, c'est vraiment pas au niveau de cette sélection américaine-là. Et même, c'est à se demander que même si Sargent, c'est le même type que Altidore, peut-être qu'il aurait été meilleur que Zardes parce que vraiment, là, je suis très déçu de la compétition de ce joueur qui au final, là, déçoit beaucoup, là. Je pense qu'il l'a pris, Zardes, parce que Zardes connaît le schéma de Berhalter, donc c'était parfait pour les premiers matchs où Altidore n'était pas encore là, pour avoir quelqu'un, en tout cas, qui sait faire les déplacements que Berhalter veut. Mais c'est clair que, à mon avis, les prochains, à part des blessures, sur les prochains matchs des États-Unis après cette Gold Cup, on va avoir de moins en moins Zardes dans le roster, je pense. Oui, c'est possible. Tu connais mon avis pour David Zardes. Je pense qu'il est un peu plus important que ce que tout le monde pense parce qu'il connaît très bien ce que Berhalter cherche.
s'il continue à avoir la même saison qu'il avait eue l'année passée à Columbus, je pense qu'il sera toujours autour de la sélection. Mais bon, c'est sûr que maintenant, Columbus, ça va pas très bien. Donc, je doute très fort qu'il ait une aussi bonne saison. Donc, oui, peut-être qu'il sortira de l'effectif à un moment donné. Bref, donc, je pense que c'est tout pour un vue de cette demi-finale. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, pas trop. Non. Parfait. Donc, peut-être une petite chose. J'ai bien aimé la rentrée de Brian Brown, le joueur de Reno. J'espérais qu'il marque son premier but en sélection, mais finalement, il n'a pas réussi. Là, j'ai hâte de voir ce joueur-là à l'avenir parce que vraiment, il est très bon avec Reno et pourrait devenir un joueur très important avec la Jamaïque. Parfait, oui, on va suivre l'évolution de Brown dans les prochaines années, bien évidemment. Et on va passer tout de suite maintenant à cette finale-là. La finale tant attendue. Plusieurs disent que oui, c'était presque prémédité et voulu par la CONCACAF parce qu'on veut des stades pleins, parce que l'important, c'est l'argent. Plusieurs parlent de la polémique par rapport aux pénaltys donnés au Mexique face à Haïti. Finalement, je pense, en date d'aujourd'hui, le 4 juillet 2019, c'est les deux meilleures équipes qui se retrouvent en finale. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Et c'est quand même assez intéressant. Est-ce que complot ou mérité pour toi, Antoine? C'est marrant parce qu'au début de la compétition, moi, je m'attendais à voir en fait cette finale. Et puis au fur et à mesure de la compétition, en fait, j'ai vu que le Canada était pas si mal. J'ai vu que le Costa Rica, Haïti, même la Jamaïque ou Curaçao était en fait pas si mauvais. Et donc au fur et à mesure de la compétition, je me suis dit tiens, en fait, non, ça va pas être Mexique et États-Unis. Et on y est. Je sais pas si c'est un complot, mais ouais, c'est sûrement les deux meilleures équipes en CONCACAF, même si les États-Unis ont un parcours en fait quand même plutôt facile comparé au Mexique. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Et toi, Anthony, t'en penses quoi? Parce que je suis d'accord avec Antoine que, bien évidemment, je pense à force de voir ces matchs-là, on remarque qu'en fait, la compétition est beaucoup plus féroce que dans le temps où on voyait le Mexique et les États-Unis s'imposer 3-4, 5-6-0 contre des équipes. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué pour ces deux mastodontes. Mais tu penses que c'est un complot ou est-ce que tu penses que c'est mérité? Non, c'est mérité, mais la façon de faire, là, comme tu viens de le dire, est beaucoup plus intéressante. La Gold Cup devient vraiment une compétition vraiment intéressante à regarder. Des nations qu'on s'attendait pas à voir à ce niveau, finalement répondre présent. On découvre des nouveaux joueurs et vraiment, même le Mexique, hein, qui est vraiment, on dirait, l'ogre de la CONCACAF, vraiment, ne peut plus se balader. Et j'ai l'impression que si les nations continuent à s'améliorer ainsi, là, vraiment, les Mexicains là, devront arrêter de mettre leur équipe semi-B parce que vraiment, un moment donné, ils vont se faire jouer un tour et c'est pas pour rien que, par exemple, en 2017, ils n'étaient pas de la finale et en 2019, ça l'a passé à un penalty. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, on va présenter un peu cette finale. Donc, Mexique-États-Unis, une énorme affiche, c'est sûr, devant un stade plein à craquer. Est-ce que bon, on va commencer en premier par la question de Anthony qu'Anthony avait posée à Antoine et que j'ai interrompu malheureusement. Est-ce que Jordan Morris sur l'aile droite ou est-ce qu'on se retrouve avec de nouveau avec Boyd? En fait, il y a plusieurs questions sur le 11, si je peux me permettre de détailler un peu les 3-4 positions qui ne sont pas encore figées. Sur l'aile droite, je pense qu'on va avoir Boyd. Parce que la défense mexicaine est peut-être plus technique, mais pas aussi physique que celle de la Jamaïque, à mon avis. Donc, c'est voilà. À prendre, moi, je préfère Maurice parce que je suis un gros fan des Sanders. Et Maurice, c'est un de mes joueurs préférés. Mais non, je pense qu'on va avoir Boyd parce que c'est peut-être plus adapté à cette défense mexicaine. Je pense, enfin, c'est quasi certain qu'on va avoir Altidore, parce qu'on l'a dit hier, Zardes, c'était horrible. Enfin, d'ailleurs, j'avais complètement oublié, mais je viens de voir sur les réseaux que ouais, c'est lui qui amène le but de la Jamaïque. C'est une perte de balle de sa part, donc il n'aura vraiment rien fait de bon. Mais donc Altidore sera titulaire pour sûr, et j'espère pas qu'il pourra tenir les 90 minutes. Ça nous évitera de jouer un peu avec Zardes. Et les deux autres grosses questions, c'est les ailes en défense et la défense centrale, parce que hier, on a joué avec Matt Miazga et non pas Walker Zimmerman,
Oui, c'est bizarre, j'allais te poser cette question-là. Pourquoi ce changement soudain? Est-ce qu'il est blessé, Zimmerman? Non, apparemment, il n'est pas blessé, mais il avait eu un peu de mal contre le Curaçao. Et je pense que c'est surtout parce que Miasga est plus grand et en fait pèse plus sur. Enfin, tu vois, quand tu te retrouves face à Matox, il faut avoir un petit peu de physique. Et je pense que c'est pour ça. Après, c'est bête parce que le seul but que Jamaïque a mis, c'est une tête de Nicholson et c'est Miasga qui se rate en fait. Il s'est raté juste au mauvais moment. Donc la compétition est féroce, mais Miasga avait fait un très bon match, très très bon match contre le Mexique. Il y a quelques mois, je sais pas si vous en rappelez, il avait chambré Lainez en lui disant qu'il était tout petit par rapport à lui. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'image avait fait un peu le tour des réseaux. Et donc, ça serait pas si étonnant en fait de voir Miasga à la place de Zimmerman en finale parce qu'il est plus physique, parce qu'il peut plus bouger les attaquants mexicains qui, à mon avis, vont plus attaquer que les attaquants jamaïcains ou du Curaçao. Donc, je verrais bien peut-être Miasga titulaire avec Long qui a fait un super match d'ailleurs hier. Et sur les ailes, Reggie Cannon a fait un super match hier sur l'aile droite. Sont un des premiers qu'il fait avec les États-Unis, mais vraiment un match incroyable. Donc je verrais bien titulaire à droite et à gauche, en fait, comme Tim Rim est pas dingue depuis le début de la compétition. Moi, j'aimerais beaucoup voir Nick Lima, celui qui est normalement titulaire à droite, jouer à gauche parce qu'il joue à gauche un peu avec San José et il connaît le poste. Et je serais tellement plus serein avec Nick Lima plutôt que Tim Rim. Ça me ferait vraiment plaisir de le voir à ce poste-là. Donc voilà, en tout cas, les quatre grosses questions, c'est sur les ailes en défense, Zimmerman ou Miasga, et puis Boyd ou Morris. Je suis d'accord avec toi. Par contre, Tim Rim, c'était le capitaine lors du dernier match, donc je le vois mal sortir de la formation. Je sais que depuis le début de la compétition, tu veux qu'il soit plus là, mais il est là, mais maintenant il a le brassard. Donc, il a fait un seul bon match. Je suis d'accord avec toi. Passons à Anthony. Est-ce que tu penses quoi de ce 11-là? Donc, je sais pas, vu qu'on l'a transféré en tant que 11, viens on va faire le 11 de l'équipe nationale américaine l'un après l'autre. Donc, commençons déjà dans le gardien. Je pense que Zach Steffen a sa place, n'est-ce pas, Anthony? Oui, vraiment, là, je vois pas pourquoi là, on mettrait Sean Johnson pourrait Stephen il fait une bonne compétition et je vois pas pourquoi on changerait. Est-ce que tu veux qu'on ait chacun notre tour à chaque position? Ouais, on va faire ça. Je sais pas si je voulais ajouter quelque chose d'autre avant, mais on va faire ça. Je pense. Antoine a déjà donné deux, trois indications. Donc, on va le sauter quand on parle de la défense parce qu'il a déjà donné son avis. Mais c'est ça, oui, c'est ce que je pensais. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on fasse ça. Non, vraiment, on peut y aller. Ouais, donc parfait. Donc, je pense à droite. Donc, Antoine, toi, tu avais dit, si je me trompe pas, tu avais dit que tu aimerais voir Cannon de nouveau. Ouais, mais en fait, les deux me dérangent pas, hein, mais Cannon a fait un très bon match hier, donc pourquoi pas. Et puis, c'est ça, Cannon puis Lima à gauche. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Anthony? Ben moi, Cannon à droite, je suis d'accord avec ça. Vraiment, hier, il a fait un bon match. Passe même près de marquer dans les premières minutes. Mais à gauche, je vois mal faire débuter Lima à gauche, puisque vraiment, là, c'est le joueur. Il a joué en cette Gold Cup, mais à droite. Je le vois mal débuter à gauche, un poste qu'il n'est pas 100% à l'aise avec les États-Unis. Et face au Mexique, ça n'a pas de sens. Je préfère continuer avec Reem qui est au moins habitué à ce poste, même s'il n'est pas parfait, là. Moi, je pense que ce sera Reem dans tous les cas. Après, moi, ce que j'aimerais que ce soit Lima ou même Lovitz, mais je pense que ce sera Reem dans tous les cas. En tant que défenseur central, je pense qu'on va revenir, selon moi, je reviens avec Long Zimmerman. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine. Je sais que tu as donné deux avis, mais je voulais avoir ton avis final pour un point de vue de cette charnière centrale. Je pense que Miasga est plus adapté aux Mexicains, mais je préfère Zimmerman en tant que défenseur si j'ai le choix pour une compétition entière, tu vois. Mais je pense que Miasga pourrait être très bon contre le Mexique. Ok, parfait. Et toi, Anthony? Ben moi, encore une fois, là, j'ai aucun problème avec les deux joueurs. Je crois que les deux apportent un plus au 11 de Berhalter. Donc, Long Miasga ou Long Zimmerman, mais tant que Long reste sur le terrain, là, je crois que les Américains peuvent bien s'en sortir, là.
Parfait. Je pense qu'on va pas passer pour le milieu de terrain parce qu'ils jouent en 4-1-4-1. Bradley, Berhalter. Je pense que Bradley est inamovible, donc on va passer outre, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un pense qu'il est pas qu'il est capable, qu'on est capable de se défaire de Michael Bradley en tant que le seul milieu défensif de cette formation? Pas du tout. Comme Pulisic chez McKennie d'ailleurs. Voilà, comme Pulisic chez McKennie. Est-ce que tu es d'accord, toi aussi, Anthony? Ouais, vraiment, ces trois joueurs, là, Pulisic, Bradley, McKennie, sont là pour rester et ça pour, pour au moins les 3 prochaines années, j'ai l'impression. Parfait, parfait. Après, on a déjà parlé de Maurice Boyd. Donc, je pense, Antoine, tu as dit que tu préférais Boyd pour ce match-là. Ouais, je pense qu'il est plus adapté, ouais. Parce qu'il est plus technique. Enfin, Maurice a vraiment impressionné hier. Donc, c'est ce que je préfère, mais je sais vraiment pas ce que Berhalter va choisir. OK. Et toi, Anthony? Maurice ou Boyd? J'irai avec Maurice, pour vrai. Avec le match qu'il nous a fait hier, là, j'ai l'impression qu'il niveau confiance, il doit être mieux et vraiment contre le Mexique, là, ça prend de la confiance. Ouais, c'est ça. Moi, je penche plus vers Boyd parce que je trouve qu'il est beaucoup plus technique que Maurice. Et contre les Mexicains, ça peut compter, surtout point de vue de la défense mexicaine. Je pense qu'un joueur technique va beaucoup aider, tandis que de l'autre côté, tu auras Arriola, bien évidemment. Je vois mal qui pourrait jouer à sa place. Et puis Arriola amène ce côté un peu plus vitesse et un peu plus physique qu'il faudrait avoir. Donc, ça fait un beau mix d'avoir Boyd et Arriola. Moi, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que quelqu'un pense qu'il y aurait quelqu'un d'autre qu'Arriola à gauche? Non, franchement, non. Parce que Jonathan Lewis, il a joué seulement quelques petites minutes. Je n'aime pas ce joueur-là, Jonathan Lewis. Toi, tu l'aimes bien, je sais, moi, je l'aime pas. Non, je dis pas il est pas incroyable, hein, mais je comprends. Enfin, c'est un bon jeune. Mais Berhalter l'adore en tout cas. Donc, non, mais il n'y a aucune chance ça m'étonnerait même qu'il joue des minutes en finale, tu vois, parce qu'il a fait que un match décevant face au Panama. Donc, voilà, ça m'étonnerait. Ouais, et toi, Anthony, Arriola à gauche? Ouais. Vraiment, là, c'est le meilleur joueur à ce poste et je vois pas pourquoi on changerait pour la finale, là. Parfait. En attaque, je suppose qu'on reprend José Altidore. Est-ce qu'il s'est reblessé? Parce que il y a des mondes qui pensaient que peut-être qu'il s'est reblessé. Il a juste joué 55 minutes durant le match. Ou est-ce que Berhalter l'a gardé pour la finale? Qui se jouera, en fait, je ne l'ai pas mentionné, ça se jouera à Chicago, au Soldier Field, un stade où il peut y avoir 61 000 personnes. Donc, ça va être, c'est sûr, bondé et à 61 500 pour être exact. Puis, ça va être bondé, bien évidemment. Donc, est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre qu'Altidore occupera se démarquera en pointe ou ce sera lui à 100%, Anthony? Oui, pour moi, là, vraiment, je préfère Altidore à 50%. Donc, oui, Altidore, et j'espère qu'il va faire plus que 55 minutes parce que ça risque d'être la clé du match, là, Altidore face au Mexique. D'accord, et toi, Antoine? Ouais, non, carrément. Je pense qu'il est parti à la 55e pour éviter une blessure. Il a vraiment des problèmes Altidore de blessures très fréquents et la défense jamaïcaine étant plutôt physique. Berhalter a dû se dire on va peut-être le prendre un petit peu et éviter de faire une bêtise, mais parce qu'il gagnait 2-0 quand il est sorti. Donc, normalement, on va le voir et j'espère qu'il restera au moins jusqu'à 75-80e, tu vois, qu'il ne devra pas sortir avant. Ouais, aussi, moi, j'espère bien, mais ça a toujours été l'histoire d'Altidore dans la compétition et dans sa carrière. Un joueur qui se blesse trop souvent ou sinon, il aurait eu une carrière complètement différente, même si en Europe, il a eu du mal à vraiment s'imposer. En MLS, c'est une pièce extraordinaire. Est-ce que on est à l'aise pour faire le 11 de la Jamaïque ou ouais, on va du Mexique? Du Mexique, pardon. Ouais, je pense qu'on va se lancer à ce moment-là par le 11 du Mexique. Je pense qu'Ochoa dans les buts, ça fait du sens. Ouais, totalement. Il a vraiment fait une belle compète. Hein. Exactement. En défense, vous voyez qui? Donc, commençons les latéraux, droit et gauche. Pour ma part, vraiment, j'ai aimé ce que j'ai vu des deux latéraux. Là, vraiment, Lucas Rodriguez, là, il est vraiment... Luis, désolé, j'ai dit Lucas, ouais. C'est Luis. Je pense que je me suis mêlé avec le joueur du DC United, mais oui, Luis Rodriguez, pour vrai, là, même avec un casque de bain, là, il est très fort parce que on se rappelle qu'au match face à Haïti, il s'est fendu la tête et il a dû porter un casque de bain. Mais vraiment, là, c'était parfait, là, vraiment, j'adore les deux joueurs, là.
D'accord, d'accord. Et c'est qui donc que tu as dit Rodriguez et l'autre? Gallardo. Gallardo. Parfait. Et toi, Antoine? Ouais, pareil. En fait, je suis en train de regarder un peu le 11 mexicain et il n'y a vraiment pas grand-chose que je changerais par rapport au dernier match. Ouais, c'est vrai, moi aussi, en fait, ça va être plus simple comme ça. Ouais, je pense pas que je changerai grand-chose par rapport au dernier match. Peut-être que je mettrai juste pour changer un peu le joueur de la MLS au milieu de terrain, Antuna, peut-être à la place de soit Alvarado, soit Pizarro. Ouais, Même si que Diego adore Pizarro, j'ai bien aimé ce qu'Antonio a montré jusqu'à maintenant. Pizarro est vraiment excellent, mais je crois que Antuna joue à la place d'Alvarado, ce qu'il avait fait contre le Costa Rica de C'est mémoire. ça. Et Pizarro Ouais, parce que il est impressionnant, Pizarro, je trouve. Ouais, moi aussi. ouais, Vraiment bon. et vraiment Alvarado m'a un peu déçu. Là. Je le trouve pas aussi bon que ce que je croyais vraiment là, face à Haïti. Il semblait assez frustré et lorsqu'Antuna est rentré, là, mettait beaucoup d'énergie. Donc, je sais pas qu'est-ce que le Mexique va vouloir faire. Peut-être faire rentrer Antuna à la 70e minute pour vraiment casser la défense américaine qui risque d'être fatiguée à ce moment parce que vraiment, face à Haïti, là, ça l'a vraiment aidé le jeu mexicain. Reste à voir, mais vraiment, Alvarado, là, si j'avais une personne enlevée du 11, si j'avais une personne enlevée du 11 mexicain, là, ça serait Alvarado. C'est ça. Et en plus, moi, je trouve qu'Antonio, ce qui peut être assez intéressant, c'est que vu qu'il joue aussi en MLS, peut-être voilà, c'est ça, il connaît beaucoup de joueurs d'équipes américaines qui jouent en MLS, puis il pourrait peut-être faire des petits ajustements sur le terrain en parlant à ses coéquipiers qui pourraient aider aussi. Je pense que Tata Martino, en tant que grand entraîneur, a sûrement pensé à ça aussi. Donc, je sais pas, je pense que ce serait une bonne idée, ou sinon, le même 11, ça changera pas Après, pour le Mexique. Diego Reyes qui jouait pas au dernier match titulaire et qui avait joué un peu en défense centrale puis au milieu de terrain pendant la compétition. Mais je sais pas trop qui pourrait remplacer parce que Jonathan Dos Santos fait une compétition plutôt correcte. Je sais que Diego l'aime pas trop, mais je trouvais que sa compétition sur l'ensemble ça va. Donc ouais, franchement, je sais pas trop. Il y a moins L'incertitude. ouais, plus de stabilité quand même. Même si c'est pas forcément des gens qui seraient dans l'équipe A du Mexique, c'est des joueurs qui tout au long de la compétition ont eu plus ou moins la confiance de Tata et Tata fait un bon job là-dessus. Ouais, exactement. Donc, on va passer à nos pronos. Point de vue de cette finale. On va commencer cette fois-ci par Antoine. Quel est ton prono finale États-Unis-Mexique sur sol américain, mais avec une grande foule mexicaine? Je pense qu'il y aura plus de Mexicains que d'Américains dans les tribunes. C'est un truc que je voulais dire, ouais, que je voulais mentionner, mais je me demande qui va gagner la guerre des tribunes. Je pense que ça va être les Mexicains, parce que même s'il y a plus d'Américains, les Mexicains font plus de bruit. Mais 60 000 personnes à Chicago, qui est une ville avec pas mal de latinos, en vrai, une grosse diaspora à Chicago. Donc ça va être très intéressant de voir ça en finale. La dernière finale d'ailleurs entre les deux équipes, c'était en 2011, parce que les deux dernières, il y a les Jamaïques sont arrivés. Et ouais, la dernière d'ailleurs, c'est le 4-2 du Mexique, où les États-Unis gagnaient 2-0, et puis ils sont revenus très fort, les Mexicains. Pour revenir à la finale de 2019, je suis complètement indécis, je n'ai aucune idée. Vraiment, parce que les États-Unis, en fait, ils m'ont un peu déçu, mais c'est parce qu'ils jouent aussi contre des équipes qui bon, ils n'étaient pas forcément les meilleurs de CONCACAF. Ils n'ont pas eu vraiment de gros adversaires avant la Jamaïque et ils ont plutôt géré le match d'hier. Donc d'un coup, mes espoirs sont reboostés, alors que le Mexique a un peu galéré contre, bon, on l'a vu, Haïti, Costa Rica. Moi, je vois bien un 1-1 et puis en prolongation, le Mexique au mental passé. Parfait. Et toi, Anthony? Ouais, moi je suis quand même d'accord avec Antoine. Là. J'ai l'impression que ça va être un match très serré. Pour elle, j'ai l'impression que ça va être l'un des meilleurs matchs de la compétition, vraiment. Les matchs États-Unis-Mexique, c'est toujours exceptionnel, mais j'ai l'impression que peut-être que le Mexique a un peu plus de certitude. Vraiment, la clé du match, comme je l'ai dit plus tôt, là, c'est à savoir si Altidore reste durant les 90 minutes. S'il sort à la 55e et Zardes rentre, vraiment, je veux pas encore une fois attaquer Zardes, mais j'ai l'impression que si Zardes rentre, là, les États-Unis vont avoir du mal et là, le Mexique va pas prendre l'avantage. Donc, vraiment, ça dépend des choix tactiques des deux entraîneurs, mais vraiment, si on se fie aux demi-finales, aux quarts de finale et tout, là, le Mexique devrait s'en sortir en prolongation.
Parfait. Donc voilà, exactement. Moi, je suis d'accord avec vous de ce point de vue-là, comme quoi ça va être serré. Par contre, je pense pas que ça va atteindre les prolongations. Je pense que le Mexique va s'imposer 2-1. Après, je sais pas, je pense qu'il y a trop d'inconnus du côté américain pour qu'on puisse juger comme il faut. Tu l'as dit, Antoine, que le parcours des Américains était quand même un peu plus facile. Donc, je ne sais pas encore, est-ce que ce qu'on a vu face à la Jamaïque, c'était vraiment les États-Unis comme on les connaît maintenant, ou est-ce que c'était juste un seul match où ils ont été très bons juste sur un seul match? En tout cas, si jamais ils montent le même niveau que la demi-finale, je pense que que la finale peut aller des deux côtés, mais je m'attends à une victoire 2-1 du Mexique pour être resté. Ouais, et reste à savoir si les États-Unis vont prendre cette faiblesse de l'inconnu et vont la transformer en force, puisque le Mexique aussi ne sait pas trop à quoi s'attendre et n'ont pas un 11 type précis. Il y a quelques postes qu'on sait qui va débuter, mais à d'autres non. Donc, ça peut jouer en faveur des Américains, mais ça peut jouer en leur défaveur aussi. Donc, reste à voir. Vraiment, les choix de Berhalter vont être très, très, très importants dans cette finale, contrairement à Tata Martino, qui, je pense que la semaine dernière, savait déjà le 11 qu'il allait mettre en finale. Là. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que, à mon avis, le gros truc clé, que ce soit pour Martino ou pour Berhalter, c'est réussir la finale. Malgré, même si c'est une défaite, si les États-Unis arrivent à faire jeu égal avec le Mexique pendant la majorité du match et perdre un peu bizarrement, ça sera une Gold Cup réussie pour moi, parce qu'ils auront réussi à battre la Jamaïque, qui est le seul gros adversaire qu'ils ont croisé. Et l'objectif, c'était une finale contre le Mexique ou la victoire. Et faut juste pas se faire détruire, en fait. Si tu fais détruire, ça ruine un peu tous les espoirs que tu as fait pendant toute cette Gold Cup. Et les fans américains vont juste dire, en fait, on est toujours aussi nul, quoi. Donc, il faut vraiment réussir cette finale. Ça sera un gros test pour Berhalter. Exactement, et je pense que quels que soient les résultats, à part si c'est une grosse défaite, comme tu l'as dit, si c'est un 3-0, un 4-0, que ce soit pour les États-Unis ou pour le Mexique, je pense que pour les deux équipes, l'objectif est à atteindre déjà. Donc, le Mexique qui arrive avec son équipe, on va dire A', pas B, mais A', à se qualifier pour la finale. Et puis les États-Unis qui ont quand même réussi à trouver une certaine cohésion entre les joueurs, avec une cohésion entre des joueurs européens et des joueurs de la MLS, et montrer un certain collectif intéressant. Donc bref, je pense à une bonne Gold Cup pour ces deux équipes-là, un match très excitant à voir ce dimanche, 9h heure du Québec. Pour côté français, ce sera 3h du matin en France. Je vous conseille très fortement de le regarder si jamais vous avez le temps et vous avez l'envie, parce que ça vaut vraiment la peine et ça va tout casser. En tout cas, j'espère bien. Je pense faut enchaîner Coupe du Monde féminine, Copa América et puis Gold Cup dans la même journée, et puis vous serez prêts. Ouais, moi j'ajoute aussi la CAN à regarder, qui est quand même très intéressante aussi. C'est quand même très final, c'est pour ça. C'est dans la même journée, et vraiment, je crois, l'une après l'autre, ça va être assez sévère. Ouais, elles sont bien espacées, heureusement, donc vous pourriez quand même manger entre chacune des finales. Donc, parfait, excellent. Écoutez, les amis, je pense que c'est ça qui va conclure notre épisode spécial sur la Gold Cup. Je veux préciser à nos auditeurs qu'il y aura un autre épisode après la finale. Je ne sais pas quelle date encore, mais il y aura un autre épisode qui va être enregistré après cette finale-là, où on va parler bien évidemment de la finale et vous réserver une autre petite surprise. On a hâte de le faire et voilà, on a hâte à cette finale-là. Merci encore d'avoir été là tout au long de cette compétition. Anthony, Antoine, c'est toujours un plaisir de faire des podcasts avec vous. Ça fait super, et puis vive la Gold Cup, la meilleure compétition de cet été. Ouais. Exactement, on n'en est pas loin en tout cas, on n'en est pas loin, beaucoup de matchs très entraînants. Et puis c'est ça, merci beaucoup à tous les auditeurs de nous écouter, de discuter avec nous, de nous poser des questions, de donner leur avis, de partager notre contenu. N'hésitez pas à le partager, à en parler à vos amis, à tout le monde. Nous, on est très contents de le faire, puis ça se voit qu'on le fait avec passion. Et c'est ça, on aimerait avoir vos avis un peu plus souvent. Et voilà, merci beaucoup de nous suivre. Et puis ce sera à très bientôt pour le dernier épisode de ce podcast spécial Gold Cup. Merci encore et bonne journée, bonne soirée.